François Bon, Lovecraft, journal 1933-1928, 1912, oh 1928 encore, et 1900, celui-là, attendez que je vérifie, ah ouais, il y avait des petits mots dedans, une carte de visite de Oliver F. Blecker. Celui-là aussi est un 1925, mais plus petit que celui de Lovecraft, et quand je l'ai acheté sur eBay, il est entièrement rempli par des petites notes en noir. Il faudrait bien quand même qu'un jour, c'est un pasteur, qu'un jour on se mette à le déchiffrer ensemble, mais restons nous à ce qu'on fait par choix ici, littérature. C'est celui-ci, celui de Howard Phillips Lovecraft de 1925, ce format exactement, les petites cases qu'il remplit scrupuleusement tous les jours, et on y va direct, hein. Ordi, hop là. Alors ordinateur, on a bien février, lundi 9, mardi 10, toujours une petite journée de décalage, mais je le répète. Le 11, oh là là, aujourd'hui, il va mettre tellement de trucs avec ces 4 bifures là, que j'arrive toujours pas vraiment à expliquer rationnellement, mais 3, 5, 7, 8 lignes et demie, c'est très rare. Oh, c'est pas forcément plus difficile parce qu'il y a plus de choses, vous verrez. Des fois, c'est plus difficile quand c'est laconique. Mais donc, demain, mercredi 11, moi, il faudra bien que je le fasse quand même, hein, mon décryptage, ma vidéo. Eh bien, il lui restera là que 2 lignes et demie, 2 lignes 3 quarts, et puis une espèce de petite verrue pour les rabouter là au 11. Et aujourd'hui, c'est du 10 qu'on s'occupe. Up early, il se lève de bonne heure, il lit, il écrit, tout ça c'est un peu répétitif, oui, mais nous justement c'est ce qui nous intéresse. Kirk qui l'appelle chez lui, il y a un nommé Gibson, ça n'a rien à voir avec les guitares, vous verrez, c'est quelqu'un qui deviendra psychologue plus tard. Lui, il est en train d'écrire à sa tante Annie, justement, il termine la lettre du 10 février qui nous a servi d'appui là pour tous les jours derniers, et figurez-vous que on connaît maintenant Madame Burns, la gérante là du 169 Clinton Street, les studios qui sont loués à ces messieurs, aussi bien que les chambres là qui sont disponibles et qu'on peut réserver à la nuit. Eh bien, il y en a une qui va se libérer, c'est celle qui est juste à côté de chez George Kirk, et c'est justement celle que plusieurs fois ils ont loué. La dernière fois c'était pour Sonia, avant c'était pour justement la tante Liliane, et la tante Liliane avait trouvé très bien cette petite chambre, mais là c'est un nommé Richardson. Richardson, savez-vous qu'il s'est mis en ménage et qu'il va déménager avec sa chérie, la chambre va être libre. Donc Lovecraft, pas Loveman, je fais souvent le lapsus ces derniers temps, a cette idée géniale que peut-être Loveman, cette chambre vaut que $8 la semaine, moins cher que celle de Kirk. Eh bien, pourquoi Loveman ne viendrait pas vivre avec eux et dire « Hurrah pour la colonie! Hurrah pour la colonie !» Ouais, mais cette pulsion là de se retrouver ensemble, justement, Loveman, lui, je crois que ça va le refroidir. Alors bien sûr, ils vont voir Madame Burns et discutent. Kirk et Lovecraft insistent auprès de Loveman, mais s'il vient, ça sera tellement mieux. Et tout ça, on fait une coloc. Ouais, mais Loveman dit non, chacun chez soi, c'est bien mieux. Et je crois que Lovecraft, plus tard, finira par le comprendre. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Alors, il y a encore Belknap, il y a encore du métro. Dès qu'il y a un visiteur, ils veulent partager avec lui leur émerveillement de New York. Et est-ce que vous vous souvenez que le 24 janvier, alors moi j'ai des choses encore à retravailler, parce qu'en fait l'éclipse c'était à 9h du matin, donc quand ils s'étaient réveillés à 3h30, c'était peut-être plutôt à 3h30 du matin pour aller là tout en haut de Manhattan, à Yonkers, et il y a un parc qui s'appelle toujours le parc Van Cortlandt, avec ce manoir là du premier maire de New York, avec son nom hollandais, mais Lovecraft est toujours sensible
possible, ça, son grand-père maternel s'appelait Van Buren Phillips. Et il y a certainement quelque chose de ce Van Cortlandt, là, dans ce personnage du XVIIIe siècle qui surgit là, dans cette nouvelle qui incarne à jamais son séjour à New York en 1925. Lui, mais on en parlera quand le moment sera venu. Et quand ils étaient allés là-haut, à Yonkers, pour visiter le manoir Van Cortlandt et assister à l'éclipse, parce qu'on est en élévation, on est au-dessus de la ville, eh bien, ils ont repéré quoi? Qu'est-ce qui les excite comme ça? Eh bien, des bouquinistes, des librairies d'occasion. Alors aujourd'hui, on a décidé de partir en expédition là-haut, à Yonkers, tout au bout de Manhattan, pour aller voir là ce ou cette librairie d'occasion, 7 ou 7 librairies d'occasion qu'on avait aperçues le jour de l'éclipse, et ce sera ça leur expédition. Et évidemment, quand on a fait ce grand voyage pour remonter tout en haut de Manhattan, on va d'abord aller casser une petite croûte dans une cafétéria. Bookstalls with stop for lunch. Bon, en fait, ça pose pas de grosses difficultés, nos mots croisés. Par contre, là, c'est plus difficile. Providence, Providence, ça n'est pas Providence. Trumbull, des Trumbull, il y en a au moins 2. Un qui est poète, effectivement, et son cousin, qui est né un petit peu après lui, une dizaine d'années après lui, mais qui s'appelle aussi John Trumbull. Il est borgne, et c'est un peintre respecté, puisque tous les deux vivent là... 1750-1830, tous les deux, dans cette période-là, c'est la période de la guerre d'indépendance, la révolution américaine. Donc Providence, donc Trumbull, donc Boston Castles, c'est tout simplement les livres qu'il va acheter là-haut à Yonkers. Et maintenant, on va dans mon petit PDF, parce qu'après, chaque matin, tu vois, c'est une sorte de truc, tu dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Si tu trouves rien, tu crois qu'il y a encore à raconter? Finalement, pour l'instant, hop là, une vague et une autre vague, nous voilà au 41 et on y arrive. Alors, mon petit PDF, eh bien, j'ai trouvé ça dans la lettre qu'il enverra à Liliane, mais la semaine suivante, le 16 février 1925. Le 16 février, il revient sur leur expédition, et là, tout d'un coup, on a le commentaire. J'ai tout récemment fait l'acquisition de splendides documents sur Providence, premier mot, avec des contributions du président France, du professeur James Q. Gilley, du professeur Pauland, du professeur William MacDonald, du George Grafton Wilson, etc. On s'en fiche. Et ce bon vieux classique, Police, que j'ai bêtement laissé me filer entre les doigts après l'avoir possédé toute ma vie. Ouais, parce que Lovecraft, quand il y a un peu la dèche, il revend les livres. Et on va en avoir même ici la trace, ou plutôt le lendemain, parce que vous savez qu'il lit beaucoup Edgar Saltus en ces temps-là. Ce qui est normal aussi parce que c'est Loveman qui édite, avec la veuve d'Edgar Saltus, les derniers essais, ou qui fait réimprimer, rééditer, etc. Eh bien, Lovecraft, qui a récupéré plusieurs Saltus, va aller les revendre chez des bouquinistes. Et on a vu l'autre jour ce C.M. Eddy, l'ami là de Providence, et son oncle a dit, tiens, à Providence, une librairie. Eh bien, Harpolis, ils avaient dû en discuter ensemble, puisque Eddie en a récupéré un pour $2 dans la librairie de son oncle, en parfait état, parce qu'on achète les bouquins que d'occasion, comme nous sur Recycle Livre et tous ces trucs-là, c'est là que c'est le mieux, tous les désherbages de bibliothèques. Heureusement qu'on a cette richesse-là, plus que mon ancien exemplaire. Et pourquoi il le rachète, ce livre qui s'appelle Notre Police? Parce que le grand-père Whipple Van Buren Phillips, il avait ce livre. Lovecraft l'a récupéré. Mais le maire de Providence, qui s'appelait Robert H. Smith, salut Brouillon, c'est pas Robert Smith que tu connais toi, là, Cure et tout ça, non, c'est Robert Smith qui était maire de Providence à l'époque. Eh ben, le grand-père Whipple Phillips ne l'aimait pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris le livre et partout où il y avait le nom de Robert Smith, il gribriait dessus pour enlever le passage. Eh ben, ça plaisait pas du tout, mais pas du tout à Lovecraft, donc il rachète le livre. Alors donc John Trumbull,
auteur de McFingal, The Progress of Dullness. C'est un poète plutôt satirique, donc 18e siècle, donc rien à voir avec son cousin peintre du même nom. Et il dit, ouais, j'ai trouvé cette édition 1820 reliée de Trumbull, juste un livre épuisé, et je l'ai seulement payé $1. Kleiner est vert de jalousie. Plus The New England Country d'un nommé Clinton Johnson, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, moi j'ai repris un petit peu là ce contexte, puisque nous c'est ça aussi qui nous intéresse pour le sérieux. Alors mardi 10 février, voilà la transcription. Home and Red, Kirk, après le Gibson on l'a évacué, mais Kirk... non. Dean tous les trois, et Gibson il repart après. Salut Gibson, bon voyage, on ne verra plus. Là, ce que je vous ai raconté en gros, et puis le New York Times qu'on va tout de suite aller voir. Alors j'ai retrouvé une jolie publicité là d'une machine à calculer, une genre de caisse enregistreuse. 7 moyens de tenir une meilleure comptabilité avec ce gros truc-là. De temps en temps, évidemment, je craque toujours pour ces belles voitures redessinées. Dans collection de photos, je savais pas trop quoi piocher puisque là, ça s'y prêtait pas tellement. Mais je pense toujours à ces piers de Brooklyn. C'est-à-dire là, on est sur Brooklyn 8, c'est Clinton Street, et quand on descend, on rejoint le Brooklyn Bridge et on le passe pour arriver à Manhattan via le City Hall. Et ensuite, on peut remonter par Broadway, Washington Square, Times Square, etc. Je dis ça comme si j'ai passé ma vie. Oui, quand même, quelle chance quelquefois d'avoir été hébergé par la New York University, et là, waouh, tout près, avec vue sur Washington Square. Des fois, on n'ose même pas dire la chance qu'on a eue dans notre pauvre vie, là, avant là, d'être ici là, dans le bouquin et tout ça. Et puis, une de nos balades favorites à New York, c'est, alors d'un côté, quand tu passes le pont de Brooklyn Bridge, tu vas sur la gauche, tu peux suivre là, jusque vers l'ancien atelier de Louise Bourgeois, et si tu montes sur la droite, là, il y a le gros Ikea bleu que tu aperçois, et là tu arrives à Red Hook. Et Red Hook, c'est encore un coin, alors évidemment maintenant c'est très BCBG, ils ont gardé là ces grands bâtiments de briques tellement magnifiques, et puis c'est des boutiques un peu de luxe, quoi. C'est, bon, quand on a connu ça il y a 20 ans, il y a 10 ans, etc., c'est comme ça. Mais il y a quand même un esprit Red Hook, il y a quelque chose d'imprégné, et évidemment, là en août, Lovecraft écrira horreur à Red Hook. Là pour l'instant, leur balade à pied, c'est plutôt Prospect Park, et puis redescendre sur Manhattan, et évidemment toujours le Greenwich Village, mais bientôt toutes ces balades là vers toutes ces zones avec des industries, et puis ensuite tout au bout, la Coney Island, ça viendra. Alors j'ai commencé une petite collecte là de vieilles images 1920 des piers de Brooklyn qu'on retrouvera au moment de Red Hook. Alors si vous voulez, troisième étape, on est bien dans les temps. Attendez, ouais, on est bien dans les temps. On s'en va dans le New York Times. Le voilà. Alors évidemment, la une du New York Times, moi chaque fois, ce que je cherche d'abord, c'est où on en est avec Floyd Collins. C'est-à-dire Floyd Collins, c'est le 10e jour qu'il est là, coincé à 17 mètres sous terre. Là, on a envoyé une commission de justice. Pourquoi une commission de justice? Parce que, vous pensez dépenser l'argent du contribuable comme ça pour des fous qui n'ont rien d'autre à faire que d'aller là dans le fond de la terre? Ah ouais, on dit qu'en fait, Floyd Collins, tout le cirque que font ces deux frères, c'est parce que Floyd, le fils célèbre, a été assassiné, meurtré, et que ce frère meurtré, on l'a balancé là tout au fond du gouffre, et maintenant on veut faire croire qu'on fait tout ce sauvetage pour aller retrouver un mort, pour que personne ne s'aperçoive qu'il a été enterré vivant, et que c'est comme ça qu'on l'a meurtré. Comment il dit Novarina là? Il a un autre mot, Novarina.
attendez, c'est dans le drame de la vie. Vous voyez, nous, on est toujours dans le drame, dans le drame de la vie. Bon, je me rappelle plus comment Novarina il dit là, pour ces bons hommes là qu'on liquide. Mais nous, on va dire ça. Mais bon, nous, on garde ça. Soi-disant qu'il a été meurtri, alors que tout le monde arrive, on dit, bah oui, mais c'est pas vraiment ça, en tout cas. Mais en tout cas, sur la une de New York Times, ce qu'on sait, c'est que les sauveteurs continuent, que peut-être là, demain, ils vont enfin arriver à ce que le tunnel rejoigne le boyau. Ce pauvre Collins est enterré vivant, mais est-ce qu'il respire encore? On n'a plus aucun signe. Toujours par petits choix, je vais voir toujours ces articles que je trouve adorables là dans la une. J'avais dit une fois même que ça devrait être obligatoire pour tous les journaux. Une histoire qui finit bien, une histoire qui nous donne confiance un peu. Là, il s'agit de quoi? Alors, c'est l'article que je vous ai traduit. Toujours, moi, ça me fait un bien énorme. Un petit John Naumo de 7 ans qui tenait bravement le rôle du père pour sa sœur, elle a 3 mois, le bébé, et pour son frère qui a 5 ans. Et on est là, dans la East Fifth Street Station, et on est dans un basement. Alors, basement, c'est pas la cave, c'est pas le rez-de-chaussée, c'est un genre d'entresol. Et dans ce genre d'entresol, là, c'est les voisins qui appellent toujours ce personnage. Alors là, c'est le patrolman, officer, là, le flic de proximité. Oui, très souvent, c'est eux qui ont un rôle incroyable. The Patrolman Sweeney, S-W-2-E-N-E-Y. J'ai connu Sergi Sweeney. Ouais, elle était plutôt australienne, mais donc là, ils mettent pas son prénom, et puis bon, je vais pas vous embêter avec tous ces détails, enfin, en tout cas, le patrolman Sweeney, les voisins, officer, on entend dans la cave, là, il y a des bruits d'enfants, il pleure, on dirait qu'il a faim, donc évidemment, c'est pas chauffé, c'est pas éclairé, il y a rien. Le flic rentre, et il trouve, là, l'enfant de 7 ans, avec son petit frère de 5 et le bébé de 3 mois. Et tout ce qu'il a à leur donner, c'est un peu d'eau sucrée. Et quand le policier entre, le petit gamin, il a même plus la force de se lever. Et ce qu'il dit au policier, poliment, « Will you please hurry and close the door ?» S'il vous plaît, dépêchez-vous, mais fermez la porte, ça fait encore plus froid. Tout simplement parce qu'il dit « Si vous ne vous dépêchez pas, j'ai peur que ma petite sœur, elle soit malade. » La petite sœur, c'est le bébé de 3 mois. La police a été dans l'impossibilité de retrouver ni les prénoms, ils ont le nom de famille en gros, ni ce qu'était devenu, à quelle adresse parti du père et de la mère. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la une? Eh bien, à Columbus, dans l'Ohio, vous savez, cette histoire de gélules, tous les médicaments sont sous haute surveillance dans les labos de l'université et à l'infirmerie, mais le placard où il y a les aspirines, on en donne à tout le monde, et un gentil personne avait mis de la strychnine au hasard dans des gélules. Bah ça y est, ils l'ont chopé, et c'est lui en fait qui dit non mais c'était pas les gélules pour être au hasard, c'était pour être remis à un de ses amis dont il souhaitait la mort, et pour ne pas trouver, il y a ça d'ailleurs, c'est dans Agatha Christie, ABC contre Poirot, c'est-à-dire il y a un crime qui est commis, et pour que personne ne trouve le crime, mais Hercule Poirot trouvera bien. Donc là, on a Hercule Poirot dans l'Ohio. Eh bien, il y avait d'autres gélules d'aspirine avec de la strychnine dedans pour que le mort passe inaperçu parmi 2 autres. Il y a eu 3 morts. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Je crois que là, pour moi, c'est l'essentiel aujourd'hui. Évidemment, il y a toujours tellement de faits divers, des accidents de bagnole, des accidents de métro ou de trolley dans
dans l'hiver. La politique, on regarde pas trop, mais à propos de Coolidge, bientôt on reviendra. On reviendra sur Coolidge avec ce livre de Bill Bryson, One Summer America 1927. C'est un truc, moi, qui m'avait, mais alors, qui m'avait coupé l'herbe sous le pied quand j'avais commencé ce projet en 2015. C'est-à-dire, je savais pas l'existence de ce livre. Et c'est une amie, je vais pas dire son nom. Et mais ce que tu fais là, ton truc, c'est un peu comme le Bryson, l'été de 1927. C'est quoi Bill Bryson était 1927. Et ça m'avait foutu un tel choc que justement après j'avais coincé. Mais là maintenant, pas peur, plus peur, et on ira voir ce président Coolidge, mais on ira voir là directement depuis Bill Bryson. C'est très bien pour aujourd'hui, on s'en est tiré, c'était le 41, à demain.